Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme vient de publier le rapport sur la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pour le seul mois de janvier 2014, 173 cas ont été répertoriés sur toute l'étendue du pays. Comment expliquer l'attaque à la grenade perpétrée mardi dernier par des hommes à main armée contre un convoi des casques bleus du contingent népalais à Beni, une ville pourtant située à plus ou moins 350 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu et sous contrôle de l'armée gouvernementale? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans cette édition. Madame, Messieurs, merci de nous faire confiance. Le développement de ces titres tout de suite. Pour commencer, 173 cas de violation de droits de l'homme ont été enregistrés au mois de janvier 2014 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Comparé au rapport publié par le même bureau au cours de la même période l'année dernière, soit janvier 2013, où 200 cas avaient été répertoriés, il se dégage aujourd'hui une diminution de 27 cas dont les auteurs sont identifiés parmi les militaires des FARDC, les éléments de la PNC et les groupes armés. Le Nord Kivu et la province orientale tiennent le peloton en tête en nombre des cas de violation de droits de l'homme par le rapport publié par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Au cours du mois de janvier, notre bureau a enregistré 173 violations de droits de l'homme sur le territoire de la RDC, ce qui représente une diminution par rapport au mois de décembre 2013, au cours duquel 200 violations de droits de l'homme avaient été enregistrées par ce bureau. Donc il y a une diminution de à peu près 27 cas de violation de droits de l'homme. Les types de violations de droits de l'homme les plus rapportés sont les atteintes aux droits à l'intégrité physique, y compris les cas de violence sexuelle, suivis par les atteintes aux droits à la liberté et sécurité de la personne, les atteintes aux droits à la propriété et finalement les atteintes aux droits à la vie. Sur le plan géographique, donc les provinces les plus touchées au mois de janvier 2014 ont été la province de Nord Kivu et la province orientale. D'autre part, l'attaque menée par deux hommes en moto qui ont lancé une grenade au passage d'un convoi des casques bleus du contingent népalais de la MONUSCO mardi dernier à Beni continue à défrayer la chronique, surtout en ce qui concerne le lieu où l'acte de sabotage a eu lieu. Surtout que Beni reste une zone opérationnelle où les militaires des FARDC et les casques bleus de la MONUSCO sont déployés en grand nombre depuis le lancement de l'opération Sukola contre les rebelles ougandais d'ADF. Dès lors, l'opinion se pose la question de savoir comment expliquer la facilité avec laquelle ces hommes armés ont pu opérer facilement dans une zone sous contrôle de ces forces. À partir de Goma, où il a participé à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, le porte-parole militaire de la MONUSCO a tenu à élever cet équivoque. Je voudrais tout simplement vous dire que ce qu'il faut noter, c'est ce nouveau modus operandi que nous avons vu autour de la ville de Beni depuis que ces opérations ont été lancées. Non, la MONUSCO et les FARDC restent vigilantes, poursuivent normalement les opérations et d'ailleurs qui sont couronnées de succès parce que nous avons dit tout à l'heure quelles sont toutes les localités qui étaient des bastions de l'ADF qui sont aujourd'hui tombées entre les mains des forces gouvernementales appuyées par la MONUSCO. Mais vous vous rendrez compte aussi que nous ne pouvons pas tout prévenir. En effet, nous avions ce convoi qui faisait mouvement de Mavivi vers Beni Centre et à la tombée. Je vous ai dit que c'était aux environs de 18h45, 18h50, donc la tombée de la nuit. Et un motocycliste de manière anonyme, de manière anodine, qui passe comme d'habitude, nous en rencontrons tout le temps, et qui a découpé une grenade et l'a lancée sur ce véhicule du convoi népalais, du contingent népalais. Donc nullement nous n'avons baissé la garde, nullement la vigilance a baissé avec les FARDC, mais c'est une situation que nous avons constatée et immédiatement, avec les troupes congolaises en parfaite coordination, nous avons bouclé cette zone et les opérations de ratissage sont en train d'être poursuivies afin de mettre la main sur ces gens-là. Mais je peux vous dire une chose, que s'attaquer à un casque bleu, ça se paye cash, parce que nous sommes déterminés à retrouver ces gens-là et à les amener devant les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de ces actes-là.
Face à la tension persistante et aux conflits récurrents entre les communautés dans la province du Nord Kivu et au risque de contagion qu'il contient, la MONUSCO encourage depuis un certain temps la tenue des ateliers entre les acteurs étatiques et non étatiques organisés par les autorités gouvernementales pour contribuer à la création d'un environnement favorable au dialogue ouvert entre l'autorité locale et la société civile. C'est dans cette optique que la mission onusienne a apporté son appui à la tenue d'un atelier organisé dernièrement à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Pour plus de détails, suivez ce reportage. Comment relever les défis de la réconciliation entre communautés, œuvrer pour la consolidation de la paix et favoriser le rétablissement de l'autorité de l'État au Nord Kivu? C'est pour répondre à cette double problématique que des ateliers de formation des acteurs étatiques et non étatiques sont organisés à travers toute la province. Le territoire de Nyiragongo est créé le 15 novembre 1988. À Kibumba, chef-lieu du territoire de Nyiragongo, cette session s'est tenue le 27 et le 28 janvier dernier. Dans la foulée, des récents développements sur les terrains militaires dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo, la MONUSCO, à travers cet atelier, apporte son appui aux autorités locales dans l'identification des causes profondes des tensions et des conflits armés. Ce qui était important pour moi, c'est de voir sur place comment se déroulent nos ateliers, qui participe à ces ateliers et essayer de voir directement quelle est la réaction des gens qui vont bénéficier de cet atelier. Ma préoccupation, c'est de m'assurer que ce que fait la MONUSCO sert à quelque chose, que ça aide nos partenaires du gouvernement et de l'administration territoriale. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Vous connaissez des pays qui sont émergents aujourd'hui? L'atelier a porté plus spécifiquement sur la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU définissant les mandats de la MONUSCO et sur l'accord cadre d'Addis Abeba et le rôle de l'autorité locale dans le processus de restauration de l'autorité de l'État. Il faut qu'on puisse restaurer progressivement l'autorité de l'État. Et cette autorité, la restauration de l'autorité de l'État, c'est à travers les agents de la territoriale. Et ceux-ci doivent être suffisamment renseignés, informés de leur rôle, de la compétence qui est la leur, mais aussi des limites des compétences. Parce que pour le moment, lorsqu'on prône la décentralisation qui doit viser le développement, il faut qu'ils se sentent en agent développeur. À terme, il est question de contribuer à créer un environnement propice au dialogue social ouvert entre l'autorité locale d'une part et d'autre part la population représentée par les acteurs de la société civile, les leaders communautaires, les opérateurs économiques, la société savante, les jeunes et les femmes venues d'organisations diverses. C'est la fin de cette édition d'ONU Magazine. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à la semaine prochaine. Au revoir.